On va justement parler tout de suite de Nicolas Sarkozy avec mon confrère Thomas Dietrich qui a enquêté sur une affaire qui lui pend au nez dans un pays voisin de la Libye, le Tchad, une affaire de crime d'État au pluriel, de diplomates un peu mythos, de barbouzes louches et de mise en scène glauque avec un personnage inattendu, l'ancienne première dame Carla Bruni. L'État français, alors dirigé par Nicolas Sarkozy, s'est-il rendu complice d'un assassinat politique au Tchad en 2008? Thomas, tu as longuement enquêté ces derniers mois sur le meurtre de l'opposant tchadien Ibni Mahamat Saleh et sur les jeux troubles de la diplomatie française. Tu as publié ton enquête sur notre site, le média tv.fr. J'invite d'ailleurs tous ceux qui nous regardent à aller sur le site pour lire l'enquête dans son intégralité. Mais peux-tu nous expliquer le contexte dans lequel ce crime a eu lieu? Alors, il faut bien se rendre compte que le Tchad, c'est un peu le navire amiral de la France-Afrique. C'est-à-dire que les différents régimes successifs ont tous été soutenus par Paris. En 2008, on a un président au pouvoir, un dictateur, il faut le dire, qui s'appelle Idriss Déby, qui est là depuis 1990 et qui est toujours là en 2020, ça fait 30 ans qu'il est au pouvoir. Et il est soutenu par Paris puisqu'il y a 1000 soldats français qui sont présents à N'Djamena dans le cadre de l'opération Épervier. Et à l'époque, ils ne luttent pas contre le terrorisme, ils sont là pour maintenir le pouvoir en place, dans la bonne vieille tradition de la France-Afrique. Ce qui se passe, c'est qu'il y a des rebelles qui sont à l'est du Tchad, qui sont soutenus par le pays voisin qui est le Soudan. Et ils mènent des attaques, des raids contre la capitale N'Djamena. Il y a déjà eu une attaque en 2006 et en ce début d'année 2008, il va y avoir une seconde attaque qui va être menée par ces rebelles-là, donc notamment le neveu d'Idriss Déby, qui est parti en rébellion parce qu'il va être calife à la place du calife, Timan Erdimi, et un ancien de ses ministres qui s'appelle Mahamat Nouri. Et ces rebelles vont arriver jusqu'aux portes de N'Djamena. Bien évidemment, Idriss Déby demande à Nicolas Sarkozy d'envoyer l'aviation française intervenir pour bombarder les rebelles. Et Nicolas Sarkozy refuse, ce qui est assez étrange, parce qu'il faut se souvenir qu'à l'époque, il y avait toute l'affaire de l'Arche de Zoé. Je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est 6 humanitaires français qui avaient été accusés d'enlèvement d'orphelins qui n'étaient pas tout à fait des orphelins au Darfour. Et ça avait créé une bisbille entre Idriss Déby et Nicolas Sarkozy faisant des mains et des pieds pour que les humanitaires soient ramenés en France, puis graciés par la justice tchadienne qui les avait condamnés à 20 ans de travaux forcés, il me semble. Donc Sarkozy refuse de venir soutenir Idriss Déby. Donc les rebelles rentrent dans N'Djamena, sont à 300 mètres du palais présidentiel. Sarkozy propose même à Idriss Déby de fuir le Tchad pour aller au Gabon. Et Déby, qui est certes un dictateur mais qui a un certain courage, refuse. Et il tient. Il tient envers et contre tout. Il profite de la division des rebelles. Et finalement, Sarkozy se rend compte que Déby est peut-être le bon cheval. Et en dernier ressort, les Français vont intervenir, notamment en demandant à Kadhafi d'envoyer des munitions pour aider Déby à tenir le siège. Et Déby va réussir à bouter les rebelles hors de N'Djamena. On est le 3 février 2008, mais Déby ne va pas s'arrêter là. Ce qu'il va faire, c'est éliminer des opposants qui n'ont rien à voir avec les rebelles, puisque ce sont des opposants pacifiques. Et parmi eux, il y a cet opposant-là qui s'appelle Ibni Omar Mahamat Saleh. Est-ce que tu peux nous parler de Ibni? Parce que c'est une figure au Tchad, elle a éradié sur une bonne partie de l'Afrique. C'est une figure, c'est pas un petit opposant. Qui était-il? Et finalement, qu'est-ce qu'il représentait? Ibni, c'était quelqu'un qui portait dans son pays dans ses yeux, le Tchad. C'est un mathématicien qui a été formé en France, qui a enseigné les mathématiques à l'université d'Orléans. D'ailleurs, comme 2 autres grands révolutionnaires, Maurice Audin et Mehdi Ben Barka, qui ont disparu dans des circonstances plus ou moins similaires. Et cette personne est rentrée au Tchad, a été recteur de l'université de N'Djamena, a été ministre plusieurs fois sous Hissène Habré puis sous Idriss Déby, avant de se fâcher devant la dérive dictatoriale de Déby et de devenir un opposant radical qui faisait peur à Déby, puisque c'était quelqu'un de foncièrement honnête, tandis que Déby détournait la manne pétrolière à son profit et s'enrichissait à grands coups de millions et de barils de pétrole. Et à un moment, Déby disait même cette chose. Il dit « Les rebelles veulent m'éliminer physiquement, Ibni Omar Mahamat Saleh veut m'éliminer politiquement. » D'autant plus que cet Ibni représentait une sorte de trait d'union entre le nord et le sud d'un pays extrêmement divisé. C'était quelqu'un qui avait été candidat à l'élection présidentielle en 2001, qui pouvait réunir tous les Tchadiens autour d'un seul idéal, qui était un idéal de paix. D'ailleurs, quand le commando, puisque Idriss Déby envoie un commando de la garde présidentielle tchadienne où il y a plusieurs de ses neveux arrêtés, Ibni à son domicile, donc on est le 3 février au soir vers 19h30, Ibni, il dira jusqu'au bout, mais je ne vais pas m'enfuir.
Je n'ai rien à me reprocher. Quand sa famille vient le voir, il lui dit qu'il y a d'autres opposants qui sont en train de se faire arrêter. Il refuse de fuir. Parce que cet homme-là n'a jamais trempé dans des magouilles ou dérivé de son idéal, qui était vraiment un idéal d'opposition politique et pacifique. La France officielle donc, a sauvé la mise militairement à Idriss Déby à la dernière minute, mais elle l'a sauvé. Mais peut-on dire qu'elle a couvert ce crime sordide, voire qu'elle a encouragé via un certain nombre de renseignements plus ou moins crédible fourni à Idriss Déby? Alors, l'enquête qu'on a menée et pour laquelle Théo Cazenave m'a beaucoup aidé, j'ai pu avoir pour cette enquête-là des documents français, à savoir 2 types de documents, des câbles diplomatiques envoyés par l'ambassadeur de France en poste à l'époque qui s'appelle Bruno Fouché et des notes secret défense de la DGSE qui ont été déclassifiées en 2015 puisqu'il y a une plainte qui a été déposée par la famille d'Ibni ici en France en 2012 pour l'enlèvement et la disparition de leur père. Donc il est clair que la France, entre guillemets, couvre de son silence la mort d'Ibni puisqu'il meurt très rapidement après son arrestation. Moi, j'ai pu recueillir de nouveaux témoignages parce qu'on ne savait pas ce qu'il était advenu de lui. Il est emmené à la présidence, il a été malmené, il a été torturé et on demande à Idriss Déby si on doit l'emmener à l'hôpital pour le soigner. Et Idriss Déby refuse en disant surtout pas de traces. On l'amène dans une cellule attenante à la présidence, puisqu'il y a des prisons secrètes qui sont un peu autour, et puis il finit par décéder. Et 2 jours plus tard, l'ambassadeur de France, Bruno Fouché, dit devant la presse que on ne peut pas confirmer ces arrestations, on se renseigne, mais je sais qu'il y a eu collusion entre les rebelles et ces opposants pacifiques-là. Alors il y a 2 informations dans ce qu'il dit. La première chose, c'est qu'on ne peut pas confirmer ces arrestations. Or, les télégrammes diplomatiques qu'on a révélés pour le média montrent que dès le 3 février au soir, il est informé que Idriss Déby a donné l'ordre, d'ailleurs en présence de 2 militaires français, puisqu'il y a des coopérants militaires français qui sont à la présidence, d'arrêter 3 opposants pacifiques, l'ancien président de Mamadou Choua, Garleji Ironga et Ibn Omar Mahamat Saleh. Donc il sait, et il ne le dit pas à la presse. Il ment, très clairement. La deuxième chose, c'est qu'il dit qu'il y a eu collusion entre les rebelles et les opposants pacifiques. Ibn Omar Mahamat Saleh, il faut savoir qu'à ce moment-là, les téléphones sont coupés à N'Djamena. Il n'a eu aucune visite de quelques rebelles que ce soit pendant les 2 jours qu'ont duré l'attaque de N'Djamena. Ça, c'est les membres de la famille qui me l'ont confirmé. Et puis, lui, il avait un idéal. Il avait dit au micro de RFI, je condamne la confiscation du pouvoir par les armes, mais je condamne aussi la prise du pouvoir par les armes. Donc il n'était ni du côté du pouvoir, ni du côté de la rébellion qui se disputait le trône, il était du côté de son idéal. Mais l'ambassadeur de France, quelque part, fournit une explication, une justification à ce crime tout de suite. Et en 2010, quand il est interrogé par la Commission des affaires étrangères de l'Assemblée nationale française, il dit cette collusion n'est pas avérée. L'ambassadeur. Donc l'ambassadeur, après avoir évoqué dans un télégramme diplomatique une collusion, revient sur ses propos 2 ans après. Après avoir couvert le crime, en fait, il revient parce qu'il n'y avait aucune preuve de cette collusion-là. D'ailleurs, les chefs rebelles que j'ai joints au téléphone m'ont tous dit que jamais on a essayé de joindre Ibn Omar Mahamat Saleh, qui n'était pas dans notre camp, en fait. Cet ambassadeur, d'ailleurs, il semble, à travers ses câbles diplomatiques, désinformer assez grossièrement sa propre administration, c'est-à-dire le Quai d'Orsay. Alors, c'est vrai que c'est assez étrange. C'est-à-dire que le 2 février au soir, donc la veille de l'arrestation d'Ibn Omar Mahamat Saleh, les rebelles sont à 300 mètres autour du palais présidentiel. Il y a même des agences de presse, type RFI, qui annoncent la chute imminente d'Idriss Déby. Tout le monde pense que Idriss Déby est condamné. Les rebelles se sont juste simplement repliés au palais du 15 janvier, qui est au nord de la ville, pour préparer une attaque pour le lendemain. Et Bruno Fouché écrit un télégramme diplomatique qui, moi, me semble complètement hallucinant au regard de ce qu'était la vérité sur le terrain à ce moment-là, c'est les rebelles sont en fuite, ils traversent le fleuve à la nage ou sur des motocyclettes, et Idriss Déby est vainqueur. Donc, est-ce que certains officiels français, dont cet ambassadeur, ont pesé de tout leur poids pour que Nicolas Sarkozy change de sa politique de neutralité? Si vous vous souvenez, il a dit qu'il n'allait pas bombarder les rebelles et se range du côté de Déby. C'est fort possible. Et c'est souvent, on parle de la France-Afrique de Foccart, mais il y a aussi cette France-Afrique-là où des petits diplomates, des petits militaires vont se servir, avant de servir l'État français, vont servir des dictateurs africains. Et là, très clairement, on sent que Bruno Fouché a un parti pris. D'ailleurs, ce n'est pas que moi qui le dis. À l'époque, Sonia Rollet, qui était correspondante de RFI au Tchad, avait évoqué ces diplomates et ces militaires qui avaient pris parti pour Déby plus que bon nombre de Tchadiens. Alors, un officier du renseignement français, Jean-Marc Gadoulet, est également cité dans cette affaire. Alors, Jean-Marc Gadoulet, c'est quelqu'un qu'on retrouve dans plusieurs affaires. Donc, c'est un ancien du 11e choc, une unité d'élite de la DGSE, c'est quelqu'un qui a beaucoup bourlingué et qui est envoyé par la France encadrer la garde présidentielle tchadienne. Donc il est sous uniforme tchadien,
C'est un Français, mais il est sous uniforme tchadien. Et rappelons-nous, la nuit où meurt Ibni, mes contacts, mes sources m'ont raconté que Déby, avant de refuser d'envoyer Ibni à l'hôpital, prend conseil auprès d'un militaire français en uniforme de l'armée tchadienne. Cette personne-là avait pris fait et cause pour Idriss Déby. C'est pas moi qui le dis, c'est un autre officier français qui s'appelle Daniel Frère, qui était présent au palais présidentiel en tant que coopérant militaire, mais lui officier d'active de l'armée régulière, et qui me disait « Moi, je suis fier de mon pays, j'avais une mission claire, mais Jean-Marc Gadoulet, il n'était pas dans le même camp que nous. Il servait d'autres intérêts. » Et ce type-là, ensuite, il y a un fait qui est quand même assez étrange, c'est que quelques jours après la disparition d'Ibni Omar Mohamed Saleh, donc il y a une mobilisation qui est en train de prendre corps au Tchad, mais aussi en France. Il y a les organisations des droits de l'homme qui se mobilisent pour Ibni. Il y a la Société mathématique de France. Il y a des parlementaires comme Jean-Pierre Sueur, comme Gaëtan Corse, qui prennent la parole pour réclamer, mais dire mais où est cet opposant ? Et l'ambassadeur de France, un peu paniqué, décide d'envoyer des coopérants de police français voir la famille pour essayer d'en apprendre plus. Sauf que la famille ne se souvient absolument pas d'avoir vu ces coopérants policiers. Ça veut peut-être dire qu'on savait déjà ce qui était arrivé par Ibni. Par contre, ils se souviennent d'une chose, c'est que Gadoulet a débarqué chez la famille en disant il faut que l'épouse d'Ibni Omar Mohamed Saleh aille voir Idriss Déby, et si elle va le voir, elle aura beaucoup d'argent. Donc moi, je trouve qu'un Français, finalement payé par nos impôts, puisqu'il était payé par l'État français, aller proposer de l'argent à la veuve d'un opposant qui vient d'être assassiné par un dictateur avec la complicité de notre pays, c'est quand même un peu fort de café. On a vraiment l'impression d'être dans un mauvais film. Dans une barbouzerie, comme on a pu avoir avec l'affaire Ben Barka. Alors, moins d'un mois après cet assassinat politique, une mise en scène assez incroyable a lieu à N'Djamena en présence de Nicolas Sarkozy et de Carla Bruni. Alors, c'est vrai que Nicolas Sarkozy, très vite, va être embêté par cette affaire. C'est-à-dire que, eu égard à la mobilisation qu'il va avoir à l'international pour réclamer qu'on fasse toute la lumière sur ce cas, parce qu'on ne sait pas s'il est mort ou vivant à l'époque-là. Il y a un autre opposant de Guerre Légion-Hongar qui va réussir à s'échapper, à fuir dans des conditions assez rocambolesques par le Cameroun. Et Nicolas Sarkozy, il clame, il dit « La France veut la vérité sur ce point et je ne céderai pas ». Il arrive au Tchad, donc c'est le 27 février, donc moins d'un mois après la disparition d'Ibni et l'attaque rebelle, déjà pour, entre guillemets, réparer son hésitation vis-à-vis d'Idriss Déby et son hésitation à le soutenir. Et puis, très clairement, il ne cherche pas tant la vérité qu'à réunir, essayer de mettre autour de la même table Idriss Déby et la famille d'Ibni Omar Mohamed Saleh. Donc, le bourreau et ses victimes. D'ailleurs, il y a une note de la DGSE qui raconte ça, qui dit essayant de convaincre l'épouse d'Ibni Omar Mohamed Saleh de se rendre voir le président Idriss Déby, la délégation de l'ambassade de France s'est vue répondre amenez-moi les hommes de la garde présidentielle tchadienne pour qu'ils m'y traînent, mais moi je n'irai pas. La femme d'Ibni a toujours refusé d'aller voir. D'ailleurs, elle refusait de voir Idriss Déby, Nicolas Sarkozy, Carla Bruni, et pourtant, le 28 février, dans la presse, dépêche AFP, les grands médias, on apprend que Carla Bruni a rencontré l'épouse d'Ibni Omar Mohamed Saleh. Donc c'est formidable. La France a joué le rôle qu'elle préfère en Afrique, le rôle du chevalier blanc. La France, garante des droits de l'homme, c'est quelque chose d'absolument extraordinaire. Sauf que tous les témoins de l'époque nous confirment que ce n'est pas la femme d'Ibni Omar Mohamed Saleh qui est allée rencontrer Carla Bruni, mais sa petite sœur. Et donc on a fait une mise en scène pour sauver les apparences, avec quelqu'un qui était beaucoup plus, accommodant que l'épouse d'Ibni, qui était éplorée et qui ne voulait pas voir les responsables de la mort de son mari. Une grosse mise en scène assez indigne, finalement. C'est indigne, et en fait, toute cette histoire est indigne. Moi, j'ai connu cette histoire très jeune. J'avais 17 ans, j'étais en première année de Sciences Po, et un mois après la disparition d'Ibni, il y a une conférence qui est organisée à Sciences Po pour réclamer que la lumière soit faite sur son sort. Et puis j'arrive sur cette conférence et j'écoute. Et très vite, parce qu'il y a eu des articles du Canard enchaîné qui parlaient de Gadoulet, j'entends qu'il y a des militaires français, des officiels français qui ont pris parti dans l'assassinat de ce grand homme, qui était quand même une figure en Afrique, comme tu l'as rappelé tout à l'heure. Et je me dis, c'est pas possible. C'est mon pays qui a fait ça. C'est mon pays, le pays qu'on dit le pays des droits de l'homme, la figure secourable pour tous les hommes. Et j'ai eu honte. J'ai eu honte. Alors, ce n'est qu'une petite partie de la France-Afrique. Il y a eu beaucoup d'autres disparitions forcées, beaucoup d'autres assassinats perpétrés par la France en Afrique, Thomas Sankara, Robben Ominobé. Mais le fait que ça a été perpétré en 2008, quand même, c'est un temps qui est plutôt récent, doit choquer. Il y a eu quand même une
résolution, et c'est un des rares cas dans l'histoire de la Ve République, qui a été votée à l'unanimité par l'Assemblée nationale française, qui réclame que toute la lumière soit faite sur le sort d'Ibni. Or, depuis ce jour, il n'y a rien eu. Il y a une plainte qui a été déposée par la famille en France, mais depuis 2015, elle n'est plus instruite. Quand bien même les officiers français et les officiels français qui ont été entendus par la juge d'instruction se sont contredits, il y a des mensonges factuels qu'on peut déceler quand on lit les télégrammes diplomatiques, et pour autant, il n'y a eu aucune mise en examen. Donc c'est là qu'on voit que tout le poids de la France-Afrique peut peser, et il y a une véritable chape de plomb qui est là sur cette histoire. Et c'est vraiment quelque chose de triste. À la suite de ton enquête, le responsable Afrique de l'ACAT, l'Association des chrétiens pour l'abolition de la torture, Clément Boursin, a estimé qu'il y avait assez d'éléments dans cette enquête pour relancer l'enquête judiciaire en France. Est-ce que tu es confiant à ce sujet? C'est-à-dire que dans une démocratie normale, il y aurait déjà eu beaucoup plus qu'une simple enquête et qu'une simple audition de quelques témoins. Moi, j'ai lu, les questions ne sont pas très méchantes, ils ont été auditionnés une seule fois, il y a plein de témoins qui n'ont pas été auditionnés. Aucun officiel tchadien, qui pourtant se rendent très régulièrement en France, vont rencontrer Emmanuel Macron, Jean-Yves Le Drian, qui se dit l'ami de Déby, n'ont été auditionnés dans le cadre de cette enquête, alors que les faits sont plutôt établis. Il y a une commission nationale d'enquête qui a été créée au Tchad qui a conclu à la responsabilité directe du pouvoir tchadien dans la disparition d'Ibn Omar Mahamat Saleh et son décès dans les heures qui suivent. Donc moi, j'espère que mon enquête, à son modeste niveau, aidera par les nouveaux éléments qu'ils apportent. Ils sont nombreux, que ce soit les mensonges d'un ambassadeur, que ce soit les compromissions d'un officier, et plus généralement le silence que fait peser l'État français sur ce crime. C'est pas un crime d'État, c'est finalement presque un crime de deux États, va permettre de relancer l'enquête pour que justice soit faite et que la tâche qui est sur notre drapeau, parce qu'il n'est pas que sur le drapeau tchadien ou sur le régime d'Idriss Déby, mais sur notre drapeau français, soit effacée. Est-ce que on peut dire que le Tchad est un lieu où se retrouvent de nombreux réseaux france-africains, de gauche, de droite, voire d'extrême droite? Oui, c'est-à-dire que le Tchad, c'est vraiment un des derniers piliers de la France-Afrique tel qu'on l'a pu entendre depuis les années 60, depuis l'époque de Jacques Foccart. C'est-à-dire que tous les régimes se sont finalement accoquinés gauche-droite avec Idriss Déby, qui est vraiment l'homme fort du Tchad, qui est quand même un des 3 pays les plus pauvres du monde et la pire dictature d'Afrique selon l'indice de la démocratie de The Economist. Mais c'est vrai que Ibn Omar Mahamat Saleh était un membre de l'Internationale socialiste. D'ailleurs, moi je me souviens, j'avais accompagné les enfants en 2010 à l'Assemblée nationale quand le groupe socialiste dans son ensemble à l'Assemblée avait promis de faire toute la lumière sur ce crime. On disait, mais une fois qu'on va arriver au pouvoir, il n'y a pas de problème, Idriss Déby il ne tiendra pas 6 mois. Sauf que quand ils sont arrivés au pouvoir, il y a eu de nouveau des compromissions. Jean-Yves Le Drian est tout d'un coup tombé complètement énamouré devant Idriss Déby. On a fait du Tchad le plus grand le partenaire privilégié de la lutte contre le terrorisme au Sahel. On a aujourd'hui Djamena et la base de l'opération Barkhane, là où il y a le plus d'hommes, là où partent nos Mirages qui vont bombarder les djihadistes. Et tout ça se fait au détriment des droits de l'homme, de l'affaire unie aussi, de tout un peuple, puisqu'il y a 15 millions de Tchadiens qui continuent à végéter dans la misère la plus noire et dans la peur la plus grande. Alors, au-delà de cet aspect de coopération militaire qui est allé jusqu'à que l'armée française, l'année dernière, bombarde une colonne de rebelles qui certes étaient des rebelles, mais qui n'étaient absolument pas djihadistes. Donc ça veut dire qu'on a dévoyé la mission de la France au Sahel, qui est de lutter contre le terrorisme, pour finalement soutenir un potentat. Il y a toujours la question du financement de la vie politique française, qui ne s'est pas arrêté par les dictateurs africains. Et ça ne s'est pas arrêté avec Omar Bongo. Marc Andevelde a révélé dans son livre « Macron le grand manipulateur » que Benalla s'est rendu au Tchad 2 fois pendant la campagne présidentielle. Alors je suppose qu'il n'est pas allé... De 2017. Je suppose qu'il n'est pas allé faire du tourisme et voir les girafes au parc de Zakouma. Marine Le Pen s'est également rendue au Tchad en 2017 et allée jusqu'au village natal d'Idriss Déby à Amdjaras rencontrer le président tchadien. Quelques mois plus tard, elle a eu un prêt un peu mystérieux qui est parti d'un homme d'affaires sulfureux de Centrafrique, qui a transité par les Émirats arabes unis et qui a permis au Rassemblement national d'équilibrer ses comptes de campagne. Sachant que la Centrafrique, c'est un peu, disons, une sorte de dominion du Tchad. Voilà, le Tchad a beaucoup, en tout cas Idriss Déby a beaucoup d'influence en Centrafrique. Il a fait la pluie et le bon temps, renversé les présidents successifs. Donc on voit que Idriss Déby continue,
malgré ses violations de droits de l'homme patentes, à avoir une influence sur la vie politique française. Et Jean-Yves Le Drian continue à lui être pieds et poings liés. Alors, quelle est la raison de cette compromission ? Est-ce que c'est simplement la stratégie militaire ou c'est d'autres raisons moins avouables? La question est en suspens, mais je pense que certains médias feraient bien de s'y intéresser. En tout cas, ils ne se sont pas beaucoup intéressés à notre enquête. Quelques derniers mots sur les personnages, disons, secondaires de cette affaire. Qu'est devenu l'ambassadeur de France à l'époque au Tchad? En fait, ce qui est assez incroyable, c'est qu'ils ont tous continué une belle carrière. Bruno Fouché a été nommé ambassadeur en Iran, puis au Liban. Là, il vient de partir du Liban. Il était derrière Emmanuel Macron quand Emmanuel Macron s'est rendu au Liban après l'explosion au port de Beyrouth. Quand il engueulait notre confrère du Figaro. Voilà, tout à fait. Jean-Marc Gadoulet a certes été mis à la retraite de la DGSE à la suite de cette affaire, mais on le retrouve dans l'affaire de la libération des otages d'Arlit, qui est les otages d'Areva, avec des suspicions de détournement de la rançon qui sont assez forts. Et après cette histoire, il a quand même été décoré. Il a été décoré dans la cour d'honneur des Invalides par Nicolas Sarkozy. D'ailleurs, il a sorti un livre en 2016 où il raconte qu'il était en permanence en contact avec Nicolas Sarkozy pendant l'attaque de N'Djamena. Donc, est-ce que Nicolas Sarkozy savait s'il était en contact avec Gadoulet, qu'Ibni a été tué? C'est possible. En tout cas, une enquête indépendante devrait le démontrer. Merci Thomas. Merci. En troisième et dernière partie d'émission, nous évoquerons avec l'économiste Stefano Palombarini la candidature annoncée de Jean-Luc Mélenchon à la présidentielle de 2022. Mais avant ça, parlons du Liban avec notre